Il n'y a pas de planète B, et c'est donc sur la planète A que je vous souhaite la bienvenue. C'est le premier épisode d'une assez longue série, j'en prévois 36, bon enfin, on verra. Et dans ce premier épisode, on va se demander si avec le réchauffement climatique qu'on nous annonce, il va y avoir des crocodiles au pôle Nord. Pourquoi cette question? Je ne fais pas une fixette particulière sur les crocodiles. Simplement, le crocodile, notoirement, il est frileux. Et donc, si le crocodile se plaît au pôle Nord, c'est qu'il va faire super chaud au pôle Nord. S'il fait super chaud au pôle Nord, il va faire extrêmement chaud dans les zones tropicales et équatoriales, au point qu'on peut se demander quelles espèces pourraient bien y vivre. C'est pas très facile de savoir s'il va y avoir des crocodiles au pôle Nord. Il faudrait une boule de cristal, et puis ça dépend du bon vouloir des crocodiles. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est se demander si dans le passé, il y a déjà eu ou pas des crocodiles au pôle Nord. Alors bien sûr, tout ce qui s'est déjà passé ne va pas se reproduire. Mais d'un autre côté, s'il y a déjà eu des crocodiles au pôle Nord, eh ben c'est que c'est possible que le réchauffement climatique nous amène dans des états de la planète qui seraient pour nous extrêmement préoccupants. Vous l'aurez deviné, cette histoire de crocodile est en fait un prétexte. C'est un prétexte pour faire une mise en perspective de très long terme du changement climatique que nous observons à l'heure actuelle. Avec des questions du type est-ce que le réchauffement actuel est inédit ou bien est-ce qu'il y en a déjà eu des similaires dans le passé, par exemple en ampleur ou même en rapidité? Est-ce que le passé a tendance à nous rassurer en nous suggérant que le réchauffement climatique va spontanément ralentir, voire même s'arrêter, ou bien est-ce qu'au contraire, le passé nous donne des motifs de nous inquiéter à ce sujet? Et puis, surtout, jusqu'où peut aller ce réchauffement climatique à la lumière des réchauffements climatiques passés? Dans cette vidéo, il va beaucoup être question de température. Mais je voudrais clarifier un premier point. Le climat ne se réduit pas aux températures. Dans le climat, il y a les températures, bien entendu, mais il y a aussi les vents, le vent, hein. Il y a aussi l'ensoleillement, il y a aussi les précipitations et leur répartition, et puis il y a aussi l'humidité de l'air. Donc il y a de nombreuses variables, au moins ces 5-là, qui déterminent ou qui caractérisent un climat donné. Seconde clarification préalable, le climat, c'est pas la même chose que la météo. Certes, les deux s'intéressent aux mêmes variables, température, précipitation, ensoleillement, etc., etc. Mais par contre, le climat, lui, il s'intéresse au moyen et long terme, il s'intéresse à des zones géographiques qui sont plus étendues, et puis il recherche, les analyses climatiques recherchent des tendances, des régularités, tandis que la météo s'intéresse plus au court terme, en des endroits précis ou dans des zones géographiques restreintes, et puis elle s'intéresse aussi à des singularités, quel temps il a fait à tel endroit, à tel moment. La confusion entre le climat et la météo, parfois savamment entretenue d'ailleurs, c'est une des sources du climato-scepticisme. Et vous allez trouver dans les médias de nombreuses personnalités qui vont remettre en cause le changement climatique simplement parce qu'il y a un épisode de froid météorologique, alors que les deux sont parfaitement compatibles. Il y a des équipes de recherche comme le Paleomap Project, qui est mené par Christopher Scotese, et qui essaye de reconstruire le climat de long terme, par exemple ici jusqu'à 800 millions d'années. Et si on regarde cette reconstruction qui avait été proposée en 2002, eh bien on s'aperçoit que finalement il y avait des espèces de deux états principaux, un état du climat chaud et un état du climat froid, avec des transitions entre les deux, mais on avait l'impression qu'en fait il y avait en quelque sorte deux états quasi stables. Simplement, dès 2015, on a une autre reconstruction qui a été proposée par la même équipe de recherche, où on s'aperçoit que là, il n'y a plus tellement d'états stables, on a des transitions quasiment continues, entre des changements quasiment continus, et en quelque sorte, il n'y a plus de plateau haut, très chaud ou très froid. Le climat change en quelque sorte sans arrêt. C'est pour vous dire que les reconstructions du climat, eh ben, c'est un travail qui est encore en cours, c'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre. On trouve d'autres reconstructions des climats du passé. Ici, celle qui est effectuée par le Musée national d'histoire naturelle de Washington, qui remonte à 500 millions d'années. On s'aperçoit que là aussi, le climat change sans arrêt, et on voit aussi qu'à certaines périodes, la planète avait des calottes glaciaires, tandis qu'à d'autres périodes, elle en était probablement totalement dépourvue. Comment font les équipes de chercheurs pour essayer de reconstruire les températures du passé? C'est pas du tout évident, parce que vous vous doutez bien que les dinosaures n'avaient pas de thermomètre. En fait, du coup, on va chercher ce qu'on appelle des proxys, c'est-à-dire des choses qui nous renseignent indirectement sur les températures du passé, et on va traiter la nature comme une sorte d'archive
qu'on va pouvoir aller consulter pour savoir ce qui s'est passé en matière climatique dans le passé. Alors il n'y a pas qu'un seul thermomètre, du coup, il y en a plein. Il y a d'abord les cernes des arbres. Bon, vous imaginez bien hein, comment on peut faire, hein, puisque à chaque cerne correspond une année, donc c'est assez facile, mais il n'y a pas partout des arbres, et puis sur le très long terme, les arbres existaient même pas du tout. On peut aussi aller voir des fossiles, ça c'est pratique parce qu'il n'y a pas besoin de faire nécessairement des fouilles phénoménales pour les trouver. On peut analyser les sols, et en particulier les sédiments qui se trouvent au fond marin, dans les fonds marins. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent être stratifiés hein, au cours du temps, et donc là c'est pratique puisqu'on peut remonter dans le temps grâce à ces strates. Et puis, la source principale, c'est quand même les carottes glaciaires qu'on fait dans les carottes polaires, que ce soit en Antarctique ou au Groenland par exemple. La logique, c'est simplement d'aller récupérer un élément qui est vieux, hein, donc un élément physique ancien, qu'on peut dater et par ailleurs qui nous renseigne sur l'état du climat. Alors la datation, c'est assez compliqué, hein, parce que quand on remonte loin dans le temps, les techniques classiques de datation au carbone 14, au-delà de 55 000 ans, elles marchent plus en fait, hein. Et puis en plus, c'est assez imprécis, et si vous, elles peuvent pas dater plus précisément qu'aux alentours d'une centaine d'années, donc quand vous voulez des informations au niveau des décennies par exemple, ça marche plus. Comme on l'a dit, la principale source d'informations sur les climats du passé, c'est les carottes glaciaires qu'on fait dans les calottes polaires. Ça se fait essentiellement en Antarctique. Il y a le projet EPICA et aussi dans un lieu qui s'appelle Vostok, mais ça peut aussi se faire beaucoup au Groenland, où il y a au moins 6 lieux hein, de forage. Alors en fait, les climatologues, les paléoclimatologues qui s'intéressent au passé, c'est un peu comme des Sherlock Holmes, quoi, hein, c'est vraiment des détectives. À côté, vous voyez, les experts Miami avec Horatio et tout ça, c'est des amateurs. Hein. Parce que là, les gars, ils bossent 25 ans sur la même affaire, voire toute une vie sur la même affaire. Et ils déploient des trésors d'ingéniosité pour aller tirer leurs conclusions. Alors pour les vents, par exemple, bah, ils se sont rendus compte qu'on pouvait utiliser les poussières qui venaient des hauts plateaux asiatiques. Donc plus il y avait de vent, plus il y avait de poussière. Donc on a reconstruit les vents de cette manière. Les précipitations, bon, bah, c'est les épaisseurs hein, des couches de glace hein, qu'on trouve dans les carottes qui nous renseignent sur combien il y a eu de neige. Donc du coup, là, ça va. Par contre, sur les températures, là, c'était vraiment un défi. Hein, c'était une énigme extrêmement difficile à résoudre. Et ça a été fait grâce aux isotopes de l'oxygène. Donc là, c'est un Danois qui s'appelle Willy Dansgaard qui a eu cette idée. Il a publié un papier là-dessus en 64. L'idée, donc, c'est de se focaliser sur les isotopes de l'oxygène. Il y a O16, c'est 8 neutrons, 8 protons. O17, il y a un neutron de plus. O18, il y a 2 neutrons de plus. Donc O17 et O18 sont plus lourds, en fait. Et l'idée de Dansgaard, ça a été de penser que les isotopes le plus lourds condensent davantage. Donc, quand il fait plus froid, il y a plus de condensation et les isotopes O17 et O18, bah, ils condensent davantage, donc ils sont moins nombreux dans l'air. Donc dans l'air, il y a plus de O16 en proportion. Donc du coup, en regardant le ratio qui peut exister dans les bulles d'air qui sont contenues dans les glaces, vous pouvez savoir quelle température il faisait au moment de la formation des glaces. C'est trop smart, non? Super idée. Et ça a permis du coup de reconstruire les climat du passé, sachant que grâce à la spectrométrie de masse qu'on applique au forage, enfin au résultat des forages, aux carottes, eh ben, on peut savoir la proportion des différents isotopes. Maintenant qu'on a notre thermomètre et qu'on a reconstruit nos températures du passé, ben, on a ce genre de choses-là. Déjà, essayons de voir, nous, où est-ce qu'on est, hein, où est-ce qu'on se situe dans cette histoire longue. Donc c'est assez facile à voir, hein, je vous laisse regarder si vous voulez. Mais on est bien aux alentours de 15 degrés. Bon, globalement, ça veut dire, hein, si vous regardez par rapport à l'histoire longue du passé, ça veut dire que on est quand même plutôt dans une période froide. Pas très froide non plus, hein, mais quand même plutôt froide. Donc en fait, les climatologues disent qu'on est dans une phase interglaciaire, une période interglaciaire. On verra qu'il y a des alternances de périodes glaciaires et de périodes où les glaces reculent. On verra ça plus tard. Alors, est-ce qu'on pourrait conclure du fait qu'on est plutôt dans une période froide, qu'il faut et que c'est une bonne chose que les températures remontent? Non mais pas du tout, hein, parce que froid, c'est vraiment ce qu'il nous faut à nous. Hein. Si jamais il faisait plus chaud, probablement qu'on aurait beaucoup de problèmes pour maintenir notre sécurité et nos modes de vie. Donc froid, c'est très bien, impeccable. Quelles amplitudes de variation de température observe-t-on dans l'histoire longue du climat?
Là aussi, je vous laisse regarder, hein, c'est gradué en degrés Celsius sur la gauche, assez facile à déterminer du coup, hein, on a des maximums sur les 500 derniers millions d'années qui sont, mettons, à 33, et des minimums qui sont à 13 à peu près. Bah, du coup, ça nous fait une variation d'à peu près 20 degrés. Alors 20 degrés, ça, sur 500 millions d'années, ça peut paraître en fait pas beaucoup, parce que, d'autant que si on regarde certaines planètes, eh ben, elles ont eu des variations beaucoup plus grandes. Par exemple, Vénus, aujourd'hui, elle est à 460 degrés, alors qu'elle était, elle avait des températures similaires à la Terre il y a 4 milliards d'années. Donc, vous voyez qu'on n'est pas du tout sur les mêmes évolutions. D'autant que, bah, finalement, c'est des choses, 20 degrés, qu'on peut voir, nous, au niveau météorologique, hein, entre les minimums en hiver et les maximums en été, on a 20 degrés, donc ça peut nous paraître peu. Mais en fait, attention, on est en train de parler ici de variation des températures moyennes. Donc quand vous avez 20 degrés d'écart sur les températures moyennes, ça veut dire que sur les températures extrêmes, ça peut être d'énormes écarts. Et du coup, ça peut nous amener, hein, c'est des variations qui pour nous sont en quelque sorte, et pour beaucoup d'espèces hein, qui ont des moindres capacités d'adaptation que l'humanité, bah, c'est des variations, 20 degrés, c'est des variations auxquelles il est quasiment impossible de s'adapter, et elles peuvent tout simplement disparaître. Regardons maintenant à quel rythme s'effectuent les variations du climat, et en particulier les variations des températures. Considérons par exemple le réchauffement du Permien. C'est un réchauffement de 20 degrés, si vous regardez le graphique ici, qui correspond à peu près à une période de 20 millions d'années. Donc je vous laisse faire le calcul, il est absolument évident, hein. 20 degrés, 20 millions d'années, ça veut dire que chaque année, le climat s'est réchauffé de 1 millionième de degré. Donc là, c'est vraiment des évolutions de très long terme, et finalement assez lentes. Attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des variations rapides qui sont masquées hein, par les évolutions de long terme. On va le voir tout de suite. Alors en fait, les climatologues, pendant de très longtemps, ils n'ont pas pensé que le climat était très instable et qu'il pouvait évoluer à échelle humaine en quelque sorte. C'est-à-dire qu'ils pensaient que le climat, il changeait sur des millénaires, voire sur des dizaines de milliers d'années. Mais à échelle d'une centaine d'années ou de dizaines d'années, ils ne pensaient pas que le climat pouvait beaucoup bouger. Mais il y a eu un événement historique qui les a amenés à douter, c'est la période du Drias récent. C'est une période qui a connu des changements climatiques brutaux. Euh, le Drias récent, c'est une période qui se situe entre 12 850 ans et 11 650 ans avant le présent. On l'appelle comme ça parce que c'est la jolie fleur, probablement à 8 pétales, parce qu'elle s'appelle la Dryas octopetala que vous voyez dans le dessin là-haut, dans la photo là-haut. Et c'est une période qui a connu des refroidissements extrêmement rapides, hein, moins 7 degrés, moins 10 degrés Celsius au Groenland, et ensuite un réchauffement de plus 7 degrés en 60 ans quand on en est sorti. Donc là, on a vraiment des changements climatiques sur des rythmes auxquels on n'avait pas du tout pensé que ça pouvait se réaliser. La cause, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, c'est des perturbations des courants océaniques qui sont dus à un écoulement probablement d'un énorme lac sur l'Amérique. Bref, je ne rentre pas dans ces détails. Spencer Ware, qui était qui est un épistémologue, hein, un physicien et un épistémologue, donc pas un épistémologue, un historien des sciences, il a insisté sur le fait que ça a été vraiment une révolution quand on a compris à quelle vitesse le Drias récent avait connu le changement climatique. Et donc il écrit How abrupt was the discovery of abrupt climate change? Many climate experts would put their finger on one moment. The day they read the 1993 report of the analysis of Greenland ice cores. Before that, almost nobody confidently believed that the climate could change massively within a decade or two. After the report, almost nobody felt sure that it could not. Donc en fait, en 93, il y a eu la publication des travaux sur les calottes de glace, sur les carottes glaciaires du Groenland, et là, on s'est rendu compte que en fait, il y avait eu des changements extrêmement rapides sur le Drias récent, et ça a été vraiment un choc. Les climatologues se sont rendus compte que le climat était incroyablement plus instable que ce qu'ils pensaient. Et du coup, il y a eu un changement complet des métaphores qui étaient employées pour parler du climat.
Richard Halley dit qu'on est passé en quelque sorte du potentiomètre, ou du bouton qu'on tourne doucement, à l'interrupteur. C'est-à-dire que le climat, finalement, il a un côté on-off. Il peut être vraiment brutalement allumé ou éteint d'une certaine manière. Kendrick Taylor, lui, il a utilisé la métaphore du flickering climate. Il n'y a pas de très bonne traduction de flickering en français, parce que, mais on pourrait dire oscillant, clignotant, vacillant ou scintillant. En fait, l'idée, c'est d'alternance, comme ça, quand même assez marquée, un peu plus irrégulière que je vous l'ai montré ici, mais enfin, on comprend bien l'idée, un climat qui est conçu aujourd'hui comme étant quelque chose d'instable. Au point que, on peut dire qu'il y a eu une prise de conscience du danger que ça représente par les climatologues, et la métaphore qui a été employée par Wallace Brocker, c'est celle de la bête furieuse, des hungry beasts. La formule exacte qu'il avait employée était "Climate is an hungry beast and we are poking it with sticks". Ça veut dire le climat est une bête furieuse et on vient l'agacer avec un bâton, quoi, avec des bâtons. Et du coup, c'est vraiment pas une super idée parce qu'il pourrait vraiment se fâcher contre nous. Wallace Brocker, c'est une des personnes qui avait du coup découvert, avant qu'on ait la confirmation par les carottes de glace, les variations rapides du Younger Dryas, donc du Dryas récent. Alors, est-ce que l'histoire du climat nous livre des périodes où, au fond, on a été dans une situation similaire à celle d'aujourd'hui? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des périodes du passé qui auraient eu les mêmes températures et les mêmes évolutions que nous avons, et donc, en regardant les conséquences dans le passé, on pourrait essayer de deviner les conséquences, pour nous, dans un proche futur. C'est ce qu'ont réussi à faire les chercheurs qui ont écrit l'article, dont vous avez la référence ici. Ils ont analysé des carottes de roche qui ont été récupérées 2 km, je crois, sous la glace du Groenland à Camp Century. C'est des carottes qui avaient été faites à des fins militaires. Je vois que les Américains, dans les années 60, se demandaient s'ils pouvaient enfouir des missiles sous le Groenland. Mais bon, elles ont dormi, ces carottes de roche, pendant longtemps. Et puis on les a redécouvertes et on les a réanalysées avec des nouvelles techniques qui analysent la luminescence des roches, et on a du coup pu en tirer des enseignements assez surprenants. Et la première chose qui a un peu stupéfait les gens, c'est que il y a 400 000 ans, en fait, il n'y avait pas de glace à Camp Century. Et pourtant, c'est vraiment au cœur du Groenland. Donc c'est assez impressionnant, quoi. Donc il y a 400 000 ans, il y avait bien 15 degrés et 1,5 degré d'augmentation des températures, et ça a conduit à ce que le Groenland fonde en partie. Donc moins 20% de glace à minima au Groenland. Il faut bien voir les conséquences de ce genre de truc. Ça veut dire 1,4 m d'augmentation du niveau de la mer à minima. Aujourd'hui, 1,4 m d'augmentation du niveau de la mer, ça veut dire qu'il y a plein d'îles qui dégagent, on le verra, et vous aurez une vidéo sur les risques liés à l'élévation du niveau de la mer. Mais bon, c'est énorme. Et encore, c'est des estimations basses. Alors certes, c'est des évolutions qui n'ont pas eu la rapidité de celles d'aujourd'hui. Les 1,5 degré d'augmentation, c'est sur plusieurs dizaines de milliers d'années, mais néanmoins, la fonte est là pour attester que ce genre de variation de température peut produire ce genre d'effet. Donc vous voyez que c'est pas extrêmement rassurant en fait. Alors au fond, c'est quoi les leçons de la paléoclimatologie? Eh ben, c'est que le climat, c'est pas un truc qui se régule de lui-même. Il peut vraiment avoir des hauts et des bas très importants. Il est instable, il n'est vraiment pas autorégulateur en quelque sorte. Les amplitudes de ces variations sont fortes, fortes non pas dans l'absolu, mais fortes par rapport aux attentes de l'humanité et d'autres espèces animales. Les changements peuvent être aussi rapides, ils peuvent être brutaux, contrairement à ce qu'on pensait. Il y a des variations climatiques rapides, et c'est ce genre de variation qu'on est en train d'imposer au climat aujourd'hui. Les forces de rappel, elles existent bien, puisqu'on descend jamais en dessous de 12 degrés, rarement, enfin, dans l'histoire du passé, on est déjà allé au-dessus de 33 degrés, mais en tout cas, sur les 500 derniers millions d'années, on n'a pas de preuve qu'on soit allé beaucoup au-dessus, un peu, mais pas beaucoup. Mais donc, il y a bien des forces de rappel, mais elles ne dominent qu'à des situations qui sont extrêmes pour nous. C'est-à-dire que si on devait attendre que le climat, en quelque sorte, s'arrête de lui-même, on serait dans des climats qui seraient pour nous invivables. Donc ça, c'est pas une très bonne nouvelle non plus. Et il y a en fait de nombreuses périodes de l'histoire du climat dans lequel l'humanité aurait simplement pas pu vivre, même physiologiquement, on n'était pas adapté à ce genre de climat.
Alors, je suppose que vous voulez la réponse à cette question, hein. Vous devez être trop curieux. Est-ce qu'il y a eu des crocodiles au pôle Nord? Au pôle Nord, non. En tout cas, on n'a pas de preuves et probablement pas. Heu, Par contre, il y a quand même eu, des, palmiers en Antarctique, hein, donc il y a eu des périodes sans calotte, polaire et vraiment avec, des climats très, très chauds, y compris au pôle. Et par contre, ce qu'on a, comme preuve, c'est qu'il y a des, Champsosaurus, hein, des champsosaures, en Arctique. Donc ça, c'est vrai, c'est attesté, hein. C'est pas des ancêtres des crocodiles parce que, ouais, c'est un exemple intéressant de convergence évolutive. Ils ont rien en commun, enfin, ils sont pas descendants l'un de l'autre, mais par contre, bah, ils se sont adaptés à des climats similaires, à des environnements similaires et donc finalement, ils étaient assez similaires parce que, leurs environnements, étaient assez similaires. Donc non, pas de, crocodiles au pôle Nord, mais des équivalents de crocodiles à des latitudes, extrêmement élevées, ce qui devrait, nous inquiéter sur les futurs possibles du climat.